titre de l'actualité ce lundi, en Tunisie, à l'occasion du 7e anniversaire de la Révolution, le président Béji Caïd Essebsi a inauguré ce dimanche un complexe culturel destiné à la jeunesse. Au Togo, à l'appel de la coalition de l'opposition, plusieurs milliers de personnes ont à nouveau défilé ce samedi dans les rues de Lomé pour protester contre le régime du président Faure Gnassingbé. Puis, à 8 jours de la passation de pouvoir au Libéria, la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de son parti qui lui reproche de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les festivités de l'indépendance de la Guinée-Conakry se sont déroulées ce 13 janvier au lieu du 2 octobre dernier. Ce report s'explique par le fait que le président Alpha Condé devait inaugurer des infrastructures à Kankan, dans la Haute-Guinée. Et c'est donc dans une ambiance totale que les Guinéens ont célébré cet anniversaire. On écoute certains au micro de Halima Bentouré. On est venu pour le 50e à Kankan. Quand même, ça te passe bien quand même. Il n'y a pas d'image ni rien. Aujourd'hui, c'est notre indépendance. C'est que j'ai fait ça. C'est mon soir. Parce que c'est mon pays. J'aime la Guinée, c'est mon pays. Je suis né à la Guinée, je suis mort à la Guinée. J'ai 61 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir accueilli notre président, le professeur Alpha Condé chez nous ici, à Kankan Nabaya. Ici à Kankan, il y a la joie, il y a la fête. J'ai dit, nous sommes contents aujourd'hui à propos de notre fête de Kankan. En Tunisie, au terme d'une semaine de troubles sociaux, le président Béji Caïd Essebsi a inauguré ce dimanche près de Tunis un complexe culturel destiné à la jeunesse. L'inauguration a eu lieu à l'occasion du 7e anniversaire de la Révolution. Pour marquer l'anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali, après 23 ans de règne sans partage, des centaines de personnes ont manifesté par groupes séparés sur l'avenue Bourguiba de Tunis, l'un des lieux emblématiques du soulèvement qui fut le point de départ des révoltes arabes. Des membres du collectif citoyen Je ne pardonnerai pas ont défilé en brandissant les photos de martyrs de la Révolution, tandis que des jeunes manifestaient pour l'emploi. Même si les défilés se sont déroulés sans incident notable, la grogne sociale qui a récemment refait surface dans l'ultime pays rescapé du printemps arabe était palpable. Et c'est dans cette ambiance que le président Béji Caïd Essebsi a inauguré un complexe culturel destiné à la jeunesse. Nous devons dire que la base de la révolution était la jeunesse. Maintenant, nous entendons beaucoup de jeunes se plaindre, disant que rien de grand n'a été accompli pour eux et qu'ils n'ont pas de travail. C'est vrai, ce n'est pas un secret. Nous avons 620 000 chômeurs. De ce nombre, 250 000 sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures et n'ont toujours pas de travail. 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans, ça n'a rien changé. Si Dieu le veut, cette année, nous nous engagerons avec une attention particulière envers la jeunesse. 7 ans après le départ de Ben Ali qui vit en exil en Arabie Saoudite, nombre de Tunisiens estiment avoir gagné en liberté mais perdu en niveau de vie. Alimentée par un chômage persistant, la grogne a été exacerbée par des hausses d'impôts prévues dans le budget 2018, grignotant un pouvoir d'achat déjà éprouvé par une inflation en hausse. Toujours en Tunisie, après une semaine de contestation marquée par des heurts, le gouvernement a annoncé une série de mesures, dont l'augmentation des allocations sociales. C'était ce samedi, à la veille du 7e anniversaire de la Révolution tunisienne. Reportage. À la fronde sociale persistante, Béji Caïd Essebsi apporte comme répondant une batterie de mesures sociales, un plan de protection sociale en 3 piliers. Premièrement, il est question de garantir un revenu fixe pour les familles les plus nécessiteuses et dont aucun membre ne travaille. Deuxièmement, veiller
à garantir une couverture médicale à tous les Tunisiens sans exception. Enfin, procurer ou aider à l'acquisition d'un logement aux familles les plus démunies. Le premier point paraît le principal, à partir duquel le gouvernement compte faire inverser la tendance actuelle. Dans le premier point, qui est de garantir un revenu fixe aux familles les plus nécessiteuses, nous ajoutons la somme de 100 millions de dinars à la somme déjà prévue par la loi de finances 2018 qui a été votée par l'Assemblée de représentants du peuple pour les familles nécessiteuses, pour que l'allocation donnée aux familles les plus nécessiteuses passe de 150 à 180 ou 210 dinars selon le nombre d'enfants. Cette procédure va toucher plus de 120 000 bénéficiaires. Elle coûtera à l'État plus de 70 millions de dinars, soit un peu plus de 23,5 millions d'euros. En attendant l'effectivité des dites mesures, la mobilisation, elle, ne faiblit toujours pas dans les rues. Allons à présent au Togo où plusieurs milliers de personnes ont à nouveau défilé ce samedi dans les rues de Lomé à l'appel de la coalition de l'opposition. Objectif, protester contre le régime du président Faure Gnassingbé. Parallèlement, dans la même journée, mais à l'intérieur du pays, des milliers de militants de l'UNIR, partis au pouvoir, étaient également dans les rues. Leur démarche vise à soutenir le chef de l'État togolais. Les images. Partis de 3 points de rassemblement, les manifestants, sur appel des 14 partis politiques de l'opposition, ont sillonné des artères de la capitale togolaise, Lomé, scandant des slogans hostiles au gouvernement avant d'assister à un meeting en bord de mer. La particularité de la marche de ce jour, dira le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, c'est qu'elle se déroule un 13 janvier, une date funeste qui symbolise l'élan brisé d'un pays. C'est à cette date que la violence, le mensonge ont fait leur entrée dans l'histoire politique de notre pays. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, a été assassiné le 13 janvier 1963 dans un coup d'État. Heureusement, poursuivra-t-il, le peuple qui a courbé l'échine a redressé la tête et lutte pour la reprise en main de son destin. Et nous sommes certains que la victoire est imminente. La manifestation, bien encadrée par des forces de l'ordre, s'est déroulée à quelques incidents près dans le calme. Dans le même temps, l'Union pour la République, parti au pouvoir, a également drainé des milliers de ses militants et sympathisants dans les rues de 7 villes de l'intérieur du pays. L'unique message pour cette marche dite de la paix, siffler la fin de la récréation et exhorter Faure Gnassingbé à aller à l'essentiel, l'organisation d'un référendum. Référendum que la coalition des 14 partis de l'opposition conditionne à une discussion préalable. Placé sous la médiation des présidents ghanéens et guinéens, le dialogue pouvoir et opposition togolaise est pour l'instant au point mort. En Tanzanie, John Magufuli n'en serait pour rien dans le débat ayant cours actuellement autour de la modification de la Constitution. À en croire le parti au pouvoir qui compte ses adeptes à la révision constitutionnelle, le président tanzanien n'a nullement l'intention de faire passer de 5 à 7 ans la durée du mandat présidentiel. Reportage. Sans voix sur la question de la révision constitutionnelle, le président tanzanien a finalement donné sa position. Ce fut par un communiqué de sa formation politique, dont il est d'ailleurs le président. John Magufuli y informe les membres du parti et les autres Tanzaniens que le débat en cours sur le passage de 5 à 7 ans de mandat présidentiel lui déplaît. Une telle modification, précise-t-il, est contraire au texte régissant le parti au pouvoir et contraire à la constitution de la Tanzanie. Par conséquent, il mentionne n'avoir pas la moindre intention d'augmenter la durée du mandat présidentiel et n'envisage non plus de le faire à aucun moment de sa présidence. Élu fin 2015, John Magufuli souhaite ainsi faire taire certaines voix au sein de son parti qui ont récemment plaidé pour un changement qui pourrait lui permettre, en cas de réélection, de rester 14 ans à la tête de son parti, soit 2 mandats de 7 ans. La problématique de la modification de la Constitution pour rester plus longtemps au pouvoir est un sujet brûlant en Afrique où plusieurs chefs d'État, parfois à la tête de leur pays depuis des décennies, ont mené au forceps ou sont soupçonnés de vouloir imposer des réformes en ce sens. Certains d'entre eux avaient pourtant promis de ne pas le faire.
Je le disais en titre, au Libéria, Ellen Johnson Sirleaf a été exclue de son parti. Il est reproché à la présidente sortante de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Weah au second tour de la présidentielle le 26 décembre dernier. Le comité exécutif du Parti de l'Unité, la formation de l'ancien vice-président Joseph Boakai et de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, a voté l'exclusion de cette dernière, ainsi que de 3 autres de ses dirigeants. Il leur est reproché des violations de la constitution du parti, qui impose notamment à ses membres de faire campagne aux élections pour le candidat du Parti de l'Unité, ainsi que d'autres actions attentatoires à l'existence ou à la réputation de cette formation. Perçu comme l'héritier naturel d'Ellen Johnson Sirleaf, avec laquelle il a été élu, puis réélu sur un ticket présidentiel, Joseph Boakai a pris ses distances avec la prix Nobel de la paix 2011, qui n'est pas apparu dans sa campagne. Lors du premier tour le 10 octobre dernier, Charles Bromskin, le candidat arrivé 3e à l'issue du scrutin, et Joseph Boakai ont accusé la présidente d'avoir pesé sur les résultats, notamment en rencontrant à son domicile des responsables de la commission électorale quelques jours avant le vote. Cible de violentes critiques, y compris au sein de son propre parti, Ellen Johnson Sirleaf, qui cédera le pouvoir le 22 janvier prochain, ne pouvait se représenter après 2 mandats consécutifs de 6 ans. Elle cédera ainsi sa place au sénateur et légende du foot, George Weah, qui l'a emporté sur Joseph Boakai par 61,5% des voix, contre 38,5% au second tour de la présidentielle. Au Sénégal, Karim Wade a bruyamment fait parler de lui ces dernières heures. Depuis son lieu d'exil au Qatar, le fils de l'ex-président sénégalais Wade affirme en effet avoir été contraint à un exil forcé. Une accusation qui n'a pas été du goût des autorités sénégalaises. Il aurait bien voulu rentrer au pays, Karim Wade, pour honorer la mémoire du grand calife disparu semaine écoulée. Mais il ne peut aller au-delà du vœu. L'accomplir est quasiment impossible, à en croire le fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade. Dès sa sortie de prison, il a été contraint à prendre le chemin d'un exil forcé. Son calvaire se poursuit avec les autorités de son pays qui l'ont cette fois-ci empêché d'aller à Touba pour les condoléances à la grande famille des Mourides. Des propos qui ont provoqué la colère des autorités suivis d'un démenti formel au gouvernement d'annoncer que c'est suite à une lettre de l'émir du Qatar appuyant une demande de la famille Wade que Macky Sall a accordé sa grâce, qu'il s'agit d'une grâce et non d'une amnistie. À 1 an de la présidentielle, alors que Karim Wade est toujours le candidat du PDS, le gouvernement menace et indique qu'une fois de retour, qu'il doit toujours rembourser sa dette, près de 210 millions d'euros. En cas de manquement, la justice s'appliquerait. Karim Wade pourrait donc retourner en détention, lui qui a déjà effectué la moitié de sa peine de 6 ans. Pour finir cette édition, à Madagascar, le cyclone Ava qui a frappé le pays début janvier a fait 51 morts et 22 disparus. Il a également forcé 54 000 personnes à quitter leur domicile. C'est du moins ce qu'ont indiqué ce lundi les autorités malgaches. Des vents violents et des pluies diluviennes ont en effet fait déborder de nombreux cours d'eau de l'est de la grande île et provoqué d'importantes inondations, notamment à Tamatave et dans les bas quartiers d'Antananarivo. Notons qu'au cours des 10 dernières années, Madagascar a été frappé par 45 cyclones et tempêtes tropicales. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Sika TV.